Dans la démocratie contemporaine, il y a eu une dissociation entre le politique et la politique. Et effectivement, si on prend le politique comme la gestion collective du bien commun, et je partage tout à fait cette définition, ou la délibération sur la définition du bien commun, effectivement, ce dont on parle là, beaucoup, c'est la politique, c'est-à-dire la professionnalisation du politique. Mais moi, j'insiste, le politique, pour prendre ses décisions, il est entouré en permanence d'experts. Et il y a des domaines, par exemple en domaine énergétique, le débat sur la politique nucléaire, ou d'autres, ou alimentaire. Le rôle de ces experts est extrêmement important. Que sont ces experts? Que sont ces experts? Qu'ils soient des comptables, des consultants dans toutes ces instances. Je donne un exemple. À la Commission européenne, il y a 20 000 fonctionnaires, il y a 17 000 personnes chargées du lobbying. Et c'est un des plus hauts lieux de concentration du lobbying, Bruxelles. Alors, que sont ces experts, hein? Et là, Calon, Latour ou d'autres insistent sur ce qu'ils appellent la démocratie technique, et ça me semble quelque chose d'important, c'est-à-dire de mettre en débat public, citoyen, ces grands choix, qu'ils soient sur le plan économique ou qu'ils soient sur le plan technologique. Les grands choix techniques sont très importants. Et le politique peut avoir, la politique, je veux dire, les dirigeants politiques ont quand même la tendance aujourd'hui soit à faire des pseudo-débats publics pour légitimer leurs décisions, et les trois quarts du temps à prendre leurs décisions avec ces fameux experts consultants. Et ça, c'est une capture un éloignement, une capture de la démocratie. Cette distinction a été très nettement explicitée au XIXe siècle. Il y a la prise de conscience de ce que d'un côté, il y a la politique qui tourne autour de l'État, et de l'autre côté, il y a l'économie, et l'économie a une autonomie parce qu'elle fonctionne en fonction de règles immanentes. C'est cette distinction, en fait, on a de plus en plus de mal de la faire fonctionner. Je veux dire par là qu'un certain nombre d'exemples qui ont été donnés, celui par exemple des fonds souverains, des fonds de pension, ce qu'ils montrent, c'est un des éléments qui montre que les frontières entre l'économie et la politique, ou le politique, cette distinction, les frontières entre ce qui est d'ordre de la politique et ce qui est d'ordre de l'économie ne sont plus lisibles. Il faut des analyses très détaillées pour montrer comment tout cela, ces types de pouvoirs sont imbriqués les uns dans les autres. Il y a d'ailleurs un point qui est amusant. Je relisais récemment des textes du début des années 1980 sur les fonds de pension, quand ils ont commencé à s'organiser. Et beaucoup de commentateurs disaient à l'époque, mais c'est comme ça que va arriver le socialisme, parce qu'il va y avoir une socialisation du capital. Le capital va de fait appartenir aux travailleurs. Et en fait, il peut appartenir formellement aux travailleurs, comme pour les fonds souverains, en tout cas pas des pays du Golfe, mais de la Norvège, appartenir aux citoyens. Mais ça, c'est une appartenance théorique, parce que fonctionnellement, justement, ils sont en quelque sorte absorbés par leur fonctionnalité et non pas par la propriété. On a vu à Détroit, qui est en faillite, les personnes perdent leur retraite, y compris le personnel de la ville de Détroit est menacé de perdre sa retraite. Là, on est dans un modèle qui est quand même derrière le modèle américain, nord-américain, de gestion de la relation entre le monde politique et le monde économique. C'est pour ça que moi, je crois que la prégnance du discours néolibéral est extrêmement forte, notamment en Europe. Et c'est un modèle de régulation, beaucoup plus qu'un modèle simplement de gestion de la relation entre le politique et le monde économique. C'est quand même le pilotage beaucoup par les firmes, plus que par le politique. C'est-à-dire que le politique, au sens de l'État, accompagne, complète, régule, mais le pilotage central est fait par le monde économique et le monde de l'entreprise. Et je pense comme il y a crise de l'État aujourd'hui, crise des États-nations, il y a différentes réponses à cette crise, le transfert par exemple des compétences à l'échelle mondiale ou locale, ou les deux à la fois, mais il y a aussi, et on ne s'en aperçoit pas suffisamment à mon avis, un transfert massif du côté des firmes, mais pas simplement sur le plan économique, y compris sur la production intellectuelle, d'où le management. D'où l'envahissement du management. Ce n'est pas simplement une affaire économique.